Invino Sud Radio accueille maintenant Arnaud Bouet pour le meilleur de la Bourgogne. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors avant de poser vos valises en Bourgogne, si je puis dire, vous avez pas mal bourlingué de Bordeaux à la Nouvelle-Zélande, non ? C'est ça, moi je suis pas issu d'une famille de vignerons. Ouais. J'ai c'est quoi les parents ? Mon papa était vétérinaire et ma maman professeur de biologie. Bon, c'est très bien. C'est tout à fait bien. Ouais. Et ils étaient surtout passionnés de vin. Et ils en faisaient un petit peu pour s'amuser dans un endroit dans le fin fond du Charolais. Du Charolais ? Qui n'est pas connu pour ses vins, mais où il y avait beaucoup de vignes, fut un temps. Ah oui. Et ils ont continué de faire un petit peu de vin pour s'amuser. Et ils m'ont un petit peu contaminé, mais j'avais quand même des origines bourguignonnes. Ah, quand même. Familiales. Ouais. Donc j'ai baigné quand même dans une famille d'amateurs de Bourgogne. Et alors en Nouvelle-Zélande, vous avez fait quoi ? Vous avez joué au rugby ? Alors j'ai pas eu le temps malheureusement. Ah bon ? Mais j'aurais aimé. Mais j'ai voulu surtout, oui, en sortant de l'école, multiplier les expériences. J'ai l'habitude de dire que j'ai commencé mes expériences à l'étranger en allant à Bordeaux. Ah oui, ça c'est la grande exportation. Pour un Bourguignon, c'est quand même aller loin. Passion rivale, c'est ça. Et vouloir voir plein de choses, plein de méthodes, plein de cépages différents, et puis aussi nos cépages bourguignons sous des typicités, des climats, des températures qu'on ne connaît pas, ou peut-être qu'on va connaître dans un futur Philippe différent. Forbach, les vins néo-zélandais, un petit zoom, ils font des bons trucs là-bas ? Oui, le Sauvignon était un peu le cépage emblématique pendant longtemps, grâce notamment à des domaines comme Cloudy Bay du côté de Marlborough, tout ça, et puis quelques Cabernet Sauvignon aussi, mais plutôt Hawke's Bay, donc la partie sud de l'île du Nord. Et puis on découvre depuis plus récemment, mais avec beaucoup d'enthousiasme, des beaux chardonnays, toujours dans la partie nord de l'île du Sud, et surtout dans une vallée qui s'appelle Central Otago Valley, dans lequel il y a des pinots noirs remarquables, et qui, en dégustation d'ailleurs aveugle, tirent de temps en temps des croupières. Au pied des glaciers néo-zélandais, il y a des très très jolis pinots noirs, et c'est une belle source d'inspiration de voir que le monde sait aussi faire des beaux pinots noirs ailleurs qu'en Bourgogne, et que la Bourgogne doit aussi des fois réfléchir, renouveler. Il n'y a pas que nous, hein, voilà. C'est ça. Minimum, quoi. On n'est pas tout seul. Peut-être un défaut qu'on a eu. Oui, ça c'est clair. Vous êtes où en Bourgogne ? Alors moi je suis situé juste à côté de Nuits-Saint-Georges, d'un tout petit village des Hautes-Côtes de Nuits qui s'appelle Villars-Fontaine. Et on est très attaché à ce terroir des Hautes-Côtes. C'est là que j'habite, c'est là que j'ai eu la chance de m'installer. Et pour nous, alors évidemment, on aime les grands terroirs de Nuits-Saint-Georges, de Gevrey-Chambertin, tous les grands crus. Qui ne les aime pas ? Mais les Hautes-Côtes, ça reste pour nous un des terroirs de l'avenir de la Bourgogne. Et accessible aussi. C'est quelque en raison chose du changement climatique. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, c'était encore assez péjoratif, j'allais dire, d'être dans les Hautes-Côtes. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique général, on atteint des belles maturités. Et les vins sont meilleurs aussi, il faut le dire. Hein. Absolument. Et là où, dans certains terroirs très solaires de la côte, on commence à avoir des problématiques de gestion de la température et de la brûlure et du soleil, de façon générale. Nous, on a cette chance d'avoir une fraîcheur qui nous ramène sur quelque chose de plus bourguignon, justement. Hélène ? Alors, le début de l'histoire bourguignonne, après le château Gazin, Pomerol, après la Nouvelle-Zélande, après tout ça, c'est 2018, quand, je cite, un ami vous donne les rênes d'une maison. C'est ça. Alors, c'était une chance. C'était aussi des toutes petites rênes. On est parti, en effet, sur un financement participatif. Et donc, c'est un ami, en effet, à qui je louais, moi, un tout petit bout de cuverie que j'avais en perso, qui avait monté ce financement participatif avec un certain nombre de personnes qui avaient mis un petit montant pour lancer quelque chose en Bourgogne. Et malheureusement, lui, il a eu des problèmes de santé. Il n'a pas forcément pu continuer le projet. Et c'était chez moi. Je venais de partir de ma dernière expérience de salarié. Et on a tous envie quand on travaille dans le vin, on a tous envie de faire sa cuvée, faire son vin. Et donc, on a lancé cette aventure-là en partant de quasi zéro. Combien vous avez levé, Arnaud, financièrement, au tout début ? La levée au tout départ était de à peu près 100 000 euros.
C'est pas mal déjà. Hein. Donc c'est pas mal. Après, en fait, quand on commence en Bourgogne, on a deux choix. Après, c'est commencer en tant que vigneron, domaine, trouver des parcelles. En général, trouver des parcelles en Bourgogne, c'est quand même pas simple. Non. Donc on trouvait des 100 000 €, c'est une toute petite parcelle. Et puis voilà. Ouais. Ça dépend de la région. Le deuxième choix, c'était d'utiliser cette somme pour commencer une petite maison de négoce. Donc c'est le choix que j'ai fait. De commencer par vinifier des petites cuvées, des micro-cuvées, mais avec des appellations qui permettent de se faire connaître un petit peu, avec des appellations qui sont un peu plus désirées, Vous avez demandées. lesquels, par exemple, faites-nous rêver. On a commencé du départ à faire des micro-cuvées de Nuit-Saint-Georges, de Gevrey-Chambertin, qui permettent d'être un peu vus, un peu reconnus, mais tout en promouvant les vins d'entrée de gamme et en assurant cette qualité dans nos coteaux bourguignons, dans nos hautes côtes de nuit. Et on a vraiment cette volonté Que tout soit bon. que tout soit bon et que tout soit à son meilleur niveau dans sa gamme de prix. Hélène ? Oui, et puis je pense que effectivement un Bourgogne simple, on va dire, c'est une belle carte d'identité aussi, une belle carte d'entrée sur votre gamme. On se dit bon, si ça c'est bon et c'est dans mes prix, allez, je vais goûter la cuvée un peu plus chère, un peu peut lui plus faire chère. confiance, quoi. Voilà, c'est ça. On peut aller plus haut. Je dirais que c'est presque plus compliqué peut-être de faire un excellent Bourgogne simple que de faire, je sais pas, un Chambertin. Chambertin, c'est presque forcément bon. Il suffit de mettre l'étiquette, ça se vend. C'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, moi, j'ai cette notion-là quand je visite un vignoble en vacances. Je vais avoir tendance à goûter plutôt l'entrée de gamme, où je me dis que là, on voit la vraie qualité du vigneron. C'est ça, le vrai travail. Alors, je vais pas dire c'est facile de faire un bon Nuit Saint-Georges, mais quand on a un beau terroir, on fera finalement normalement à peu près quelque chose de moyen plus ou de bon. Faire un grand Nuit Saint-Georges, c'est différent, mais faire un très grand coteau bourguignon, c'est vraiment le challenge qui nous intéresse en fait, et on pousse vraiment pour avoir des choses assez classiques mais aussi assez originales de ce côté-là. Arnaud, la gamme de prix, ça va de combien Parce que bon, c'est vrai que l'amplitude doit être importante. Hein. Alors oui, nous on fait un grand écart, mais on a cette volonté de commencer accessible, donc tarif caveau, on est autour de 11-12 € pour les premiers vins. D'accord. Et oui, après on monte sur les Nuits Saint-Georges premiers crus, et on va bientôt rentrer des grands crus dans la gamme négoce. On va être parfois à 80, 100 ou voire plus. Oui. Mais on a cette volonté que tout le monde puisse acheter des vins chez nous. Ça commence à 15 €. Quoi. Ouais, même 10 €. 11 même. 10 11, ouais. Donc, Hélène ? vous exploitez aujourd'hui une huitaine d'hectares. Donc voilà, c'est l'évolution après naturelle de la maison. On a commencé en tant que négociant pur, et depuis 2022, on a commencé à pouvoir exploiter donc des parcelles en fermage, donc que des propriétaires peuvent acheter, qu'un investisseur peut acheter. Et en 2024, on a acquis 7 hectares d'un très très beau climat de Haute-Côte de Nuit, les Damuguettes, que nous on considère comme étant le grand cru des Hautes-Côtes. Et aujourd'hui, on est sur une taille de à peu près 8 hectares de vignes avec les Hautes-Côtes des Nuits Saint-Georges. Bon, c'est une belle aventure, hein, humaine, entrepreneuriale, de plaisir, de goût aussi, de philosophie de vie, quoi. Vous vous éclatez ou pas ? Ah c'est passionnant parce qu'on fait tout en fait. Donc on est à la vigne le matin, dans le bureau, on vend du vin. Vous passez même à la radio l'après-midi. Et on vient à Paris Le week-end pour venir à la radio. Bon, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ça y est, l'année est déjà bien entamée là. Qu'est-ce qu'il y a des projets pour 26 ou pas ? Alors on a des projets toujours on a un gros projet de déménagement de cuverie et d'investissement pour trouver un peu de place. Oui. C'est toujours le problème quand on grossit. Il faut pousser les murs. Il faut pousser les murs, et donc c'est toujours on essaie de mener ça à bout. Et puis on a pas mal de salons. On participe à Millésime Bio, à Wine Paris, au Grand Jour de Bourgogne. Donc c'est toutes des choses où on a envie d'avoir des gens qui viennent découvrir nos vins, et puis voir qu'on peut faire la Bourgogne différemment. Bon, génial. Vous avez un petit info peut-être sur un site, Hélène ArnaudBouet.com. Donc Arnaud, Bouet, ça s'écrit comment ? Parce que c'est pas évident. BOUE.com. Voilà, merci beaucoup Arnaud Bouet, Hélène Pio, merci également à Jean-Baptiste Duquesne, Philippe Forbach, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end depuis plus de 20 ans.